Bonjour à tous. Sur cette troisième partie, moi je vais vous parler d'imagerie. Je vais je vais vous parler de deux outils. Premier outil, l'imagerie par résonance magnétique. Deuxième, la tomographie par cohérence optique. Donc IRM et OCT, qui sont deux outils d'imagerie qu'on qu'on utilise en routine dans ces pathologies-là, mais qu'on peut également, bien évidemment, utiliser à des fins de recherche. Donc les voies visuelles, c'est mon centre d'intérêt en recherche. Donc l'IRM, vous savez tous à peu près effectivement à quoi ça ressemble, hein. Une IRM humaine, c'est comme ça, c'est un énorme aimant là, caché sous des coques de plastique dans lequel on va installer le patient, on l'installe sur cette table, on le glisse à l'intérieur progressivement. Et donc tous les protons du patient vont s'orienter dans le même sens. Et on a une antenne qu'on met autour de l'organe que l'on veut imager, donc l'antenne crâne, l'antenne moelle placée dans la table, qui va envoyer des ondes de radiofréquence pour déstabiliser cet équilibre. Donc, on envoie des ondes, on réceptionne des ondes en retour, et selon effectivement le signal récupéré, on est capable de mesurer une densité de protons, de mesurer les différences structurelles au sein d'un même organe. Et donc, on fait de l'imagerie par résonance magnétique protonique, mais on peut aussi le faire, en tout cas à des plus hauts champs, avec le sodium, avec le phosphore. Mais en tout cas, dans les applications de routine, toutes les IRM que vous pouvez prescrire à vos patients, hein, pas forcément du système nerveux central, ça utilise la résonance des protons. Et donc, dans les pathologies neuro-inflammatoires, on est capable de rendre des IRM de qualité au niveau cérébral, au niveau médulaire et également au niveau des nerfs optiques. Hein, vous voyez qu'il y a l'IRM cérébrale, je l'ai écrit en plus gros parce qu'on en fait un petit peu plus, parce qu'elle est aussi un petit peu plus facile dans son analyse, il y a moins de difficultés techniques. Quand on s'intéresse à l'IRM de moelle épinière, on est gêné par de l'os en avant, de l'os en arrière, des mouvements de déglutition ici au niveau du cou, des mouvements respiratoires et de l'air au niveau des poumons. Donc c'est un petit peu plus technique. Et quand on s'intéresse aux IRM, quand on s'intéresse à l'imagerie du nerf optique, là on s'intéresse à un organe encore plus petit que la moelle épinière, qui peut bouger. Bien évidemment, vous demandez au patient de ne pas bouger dans la machine, mais il peut bouger les yeux, donc il faut qu'il ne bouge pas les yeux, il faut en tout cas qu'il limite les clignements le plus possible. Et donc voilà, on a des difficultés techniques progressivement croissantes si on s'intéresse du cerveau à la moelle, au nerf optique. Je vous ai mis des images. Je vous en montrerai d'autres, j'en montrerai beaucoup d'autres, pour vous montrer qu'effectivement, les lésions de sclérose en plaques sont en général petites, nodulaires, hein, cervicales, comme ici. Elles peuvent se rehausser si effectivement elles sont aiguës récentes et qu'il y a une rupture de barrière. Et on met en évidence également des lésions silencieuses au niveau du cerveau. Le rôle de l'IRM dans les pathologies neuro-inflammatoires, il est multiple. Il est primordial dans la prise en charge des patients pour ce qui est du diagnostic. Hein. Le patient qui vient avec une symptomatologie évocatrice de pathologie d'atteinte de la moelle épinière ou du nerf optique vont bénéficier d'une imagerie dédiée à cet organe. Et donc, ça va permettre le diagnostic positif de la pathologie. Dans les critères révisés de sclérose en plaques, le plus récent en 2017, il y a bien évidemment toujours des critères IRM pour permettre un diagnostic plus précoce, de façon sensible et spécifique. L'IRM fait également partie des critères de NMOSD. Hein, Hélène vous en a parlé. Alors, si le patient a les anticorps anti-aquaporine 4, bon, l'IRM est juste là pour prouver qu'il y a effectivement bien une lésion du nerf optique ou une lésion de l'area postrema. Mais si le patient n'a pas les anticorps ou si on ne les a pas encore ou s'ils ne sont pas dosables, l'IRM a un petit peu plus de poids dans la démonstration de l'extension des lésions qui sont plus étendues sur la moelle et sur les nerfs optiques dans la NMO que dans la sclérose en plaques. L'IRM a bien évidemment un rôle important dans les diagnostics différentiels. Hein, ce n'est pas parce que c'est un patient jeune qui présente une baisse d'acuité visuelle que ça ne peut pas être un méningiome ou une tumeur du nerf optique, par exemple. L'IRM a un impact également, a un rôle également dans le pronostic, hein, puisque l'IRM va permettre d'orienter le clinicien dans le choix d'initier ou non un traitement de fond, même si dans la majeure partie des cas, un patient qui fait un premier événement neurologique qui présente les critères diagnostiques, il devra bénéficier vraisemblablement d'un traitement de fond. Mais en tout cas, l'IRM peut guider le choix, on y va ou on n'y va pas. Et puis, si un patient est traité, à initier un traitement de fond, l'IRM a un rôle important dans la surveillance de l'efficacité thérapeutique.
L'IRM a un autre rôle, en tout cas c'est celui qu'on essaie d'utiliser au quotidien dans notre plateforme de recherche, c'est d'essayer d'améliorer la compréhension de la physiopathologie de la maladie, puisqu'effectivement on est capable de mesurer, d'approcher quantitativement in vivo l'inflammation, l'indemnisation. On est capable également, peut-être pas de mesurer directement, mais d'approcher de façon transversale et longitudinale le processus neurodégénératif qui est observé dans ces pathologies neuroinflammatoires, dans la sclérose en plaques, et de le suivre de façon longitudinale in vivo. Donc, quelques images pour vous montrer les possibilités techniques qu'offrent les machines actuellement, que ce soit en 1.5 Tesla, c'est la puissance du champ magnétique, ou en 3T. 3T pour l'instant, c'est les IRM dont le champ magnétique est le plus élevé en application de routine. Il y a bien évidemment des IRM à plus gros champ, 7T, 11.5 à Saclay par exemple. Et donc, si le patient vient pour une symptomatologie évocatrice de névrite optique, l'IRM du nerf optique permettra d'objectiver la lésion ici au niveau de la portion canalaire du nerf optique. Si le patient présente une vision double, diplopie, par atteinte des voies visuelles dans la fosse postérieure, on mettra en évidence cette petite lésion sur le plancher du V4 à l'origine vraisemblablement du tableau d'ophtalmoplégie internucléaire du patient. Donc l'IRM permet de montrer au clinicien ce qu'il suspecte de par son examen clinique, et donc de conforter l'idée que voilà, cette image-là n'est pas une tumeur, mais c'est bien évocateur plutôt de lésion du nerf optique inflammatoire, que ça, c'est pas une tumeur du tronc, mais bien une petite lésion responsable d'une grande gêne visuelle. On peut tout à fait mettre en évidence la lésion médulaire responsable des paresthésies des mains et des pieds du patient. Donc, ce patient présente plusieurs lésions. C'était celle-ci, la lésion aiguë qui serait haussée. Et donc, on peut faire des coupes. Là, on est en sagittal. On peut faire des coupes dans n'importe quel plan à peu près. Techniquement, c'est possible. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est possible. Donc, de façon transversale, on verra que cette lésion, elle est plutôt postérieure. Vous voyez le H médulaire ici. Hop, et la lésion ici que j'entoure. Elle est plutôt postérieure, et donc si l'IRM permet de conforter la suspicion diagnostique du clinicien, il y a une lésion médulaire cervicale, il faut la mettre en évidence. L'IRM, elle permettra aussi d'orienter le diagnostic, puisqu'une lésion cervicale plutôt postérieure, de petite taille, nodulaire comme celle-ci, c'est très évocateur de sclérose en plaques. C'est pas pathognomonique, mais c'est très évocateur. Donc, ça confirme la suspicion diagnostique, et ça peut effectivement orienter le diagnostic, notamment quand les lésions sont uniques. Je vous ai parlé de l'IRM de moelle épinière qui peut orienter le diagnostic étiologique. L'IRM des nerfs optiques peut également aider le clinicien, bien évidemment. Bon, les anticorps anti-aquaporine 4, ça écrase tout quand c'est un NMOSD, mais on ne l'a pas forcément à la phase aiguë quand le patient est aux urgences. De la même manière, les MOGAD, c'est effectivement lié, et on verra ce que donnent les critères diagnostiques, mais principalement lié à la présence des anticorps anti-MOG, qui sont essentiels. Et donc, vous voyez, quand on fait une IRM des nerfs optiques, donc là, c'est la même séquence en 3D double inversion récupération. Donc, on a fait disparaître le signal de la graisse. Okay, donc, on voit bien la gaine du nerf optique et le nerf optique qui est noir au centre. Okay. Donc, on voit ici une lésion plutôt postérieure, canalaire et préchiasmatique dans le cas du NMOSD. Dans ce cas de MOGAD, on voit une petite lésion ici, canalaire, et on voit effectivement également qu'il y a une atteinte de la gaine du nerf optique de façon franche. Ici, dans la sclérose en plaques, une lésion, c'était à droite, une lésion de névrite optique symptomatique, petite, très antérieure, associée à des lésions silencieuses de l'autre côté. Donc l'IRM, selon la topographie, selon la présence ou non d'une atteinte de la gaine des nerfs optiques, selon la taille, la topographie des lésions, la présence de lésions silencieuses ou pas, on peut orienter le clinicien sur un diagnostic étiologique. Les MOG sont très antérieurs en général, la CEP, ça peut tout toucher, les NMO plutôt postérieurs. Et si on mesure la longueur des lésions, les NMO ont des lésions plus étendues que les MOGAD, eux-mêmes plus étendues que dans la sclérose en plaques. Donc, diagnostic positif et orientation diagnostique. Dans les critères diagnostiques de sclérose en plaques, il y a quasiment toujours eu de l'IRM, et l'IRM a un point important pour aider le clinicien à démontrer que la maladie est disséminée dans l'espace et disséminée également dans le temps.
disséminés dans l'espace. Donc, il y a 4 régions, périventriculaire, juxtacorticale ou corticale, fosse postérieure, médulaire. Et si le patient remplit a des lésions dans au moins deux topographies sur ces 4 topographies évocatrices, on dit qu'il a la dissémination spatiale. Vous voyez tout de suite, et je l'ai mis ici, que le nerf optique ne fait pas partie des critères diagnostiques, alors qu'en fait, un tiers des patients qui ont une sclérose en plaques vont commencer par une névrite optique, et que les lésions silencieuses ne semblent pas si rares que ça sur le nerf optique. Et donc, peut-être que dans les futurs critères diagnostiques, on verra peut-être apparaître le nerf optique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, on doit démontrer la dissémination spatiale. Si ce n'est pas clinique, l'IRM peut le démontrer. Si le patient n'a pas présenté plusieurs poussées à l'interrogatoire, l'IRM, par le fait de montrer la présence de lésions rehaussées et de lésions non rehaussées, donc des lésions récentes et des lésions anciennes, on parvient à démontrer la dissémination dans le temps. Donc ça, c'est les critères actuels. Nerf optique peut être une future inclusion, on verra bien dans les années qui viennent. Je vous montre ici à droite une imagerie de susceptibilité, une imagerie de susceptibilité magnétique. Plus on monte en champ magnétique, plus on est capable d'utiliser justement cet artefact de susceptibilité magnétique lié à la présence de molécules de fer. Donc sur des IRM 3T, on est capable de mettre en évidence ce qu'on appelle le signe de la veine centrale. Donc c'est des séquences sous API. Vous voyez ici la lésion en hypersignal, ovoïde, allongée, perpendiculaire à l'axe des ventricules, qui est traversée d'une veine. Donc j'ai zoomé ici, vous voyez bien, voilà. On arrive à voir ce signe de la veine centrale. Et donc, si la majorité des lésions sont centrées par une veine, on sait qu'on est 100% sensible et spécifique en faveur d'un diagnostic de sclérose en plaques. Mais pour l'instant, ce critère signe de la veine centrale ne fait pas partie des critères diagnostiques parce qu'il faudrait que tout le monde ait accès à une IRM 3T. Il faudrait que tout le monde ait accès à ce type de séquence qui nécessite pour l'instant des licences, etc. Mais en tout cas, on est capable sur l'IRM de faire la différence entre un hypersignal vasculaire qui ne serait pas centré par une veine et un hypersignal inflammatoire de type sclérose en plaques où on observe le signe de la veine centrale. L'IRM a un rôle pronostique. On sait que la présence de lésions rehaussées par le gadolinium, donc là où il y a une rupture de barrière hémato-encéphalique, on sait que la présence d'une ou de plusieurs lésions est associée à un risque de poussée clinique à 2 ans, à un risque de progression du handicap à 2 ans, 5 ans et 10 ans. On sait également, puisqu'on fait des suivis IRM, dorénavant en clinique, mais le suivi IRM dans les projets de recherche a démontré que c'est une IRM à T0, une IRM à 1 an. Donc on fait la fusion des images et on voit que cette lésion ici qui est en bleu a régressé en taille, mais on voit des lésions en rouge qui sont nouvelles et qui sont apparues. Donc ces nouvelles lésions, on sait que quand elles apparaissent, elles sont associées à un risque de progression du handicap à 2 ans, à 5 ans, et même, Hélène vous le montrait, à 15 et 20 ans. La caractéristique de ces lésions, c'est qu'au départ, on les qualifie de silencieuses, mais que vraisemblablement, ce sont ces lésions qui sont à l'origine, au moins en grande partie, du processus neurodégénératif qui survient petit à petit au cours du temps dans la sclérose en plaques. L'IRM, elle peut nous aider à mieux comprendre la physiopathologie de la sclérose en plaques, qui est représentée par 2 pôles, si je puis dire, qui sont en interaction, ce n'est pas 2 pôles différents. Vous avez l'inflammation, la démyélisation d'un côté, et vous avez le processus neurodégénératif. Si le processus inflammatoire prédomine en début de maladie, et le processus neurodégénératif est existant, mais est relativement mineur, cette balance va s'inverser au cours du temps si on n'intervient pas, si on laisse évoluer l'histoire naturelle de la maladie. Donc l'inflammation, la démyélisation en IRM, on est capable de la mesurer, on peut la détecter qualitativement, mais on est capable avec des outils informatiques qu'on essaye notamment de développer ici sur l'île en collaboration avec une start-up, de mesurer de façon automatique, fiable et reproductible le volume de tous ces hypersignaux T2. Parce que là, vous n'avez qu'une seule coupe, mais il faut imaginer qu'un patient, en imagerie 3D, on a jusque 250, 300 coupes parfois. Donc, on ne peut pas le faire de façon manuelle, bien évidemment. Pour mesurer l'inflammation en 3T, mais surtout en 7T, on est capable de mettre en évidence sur des séquences flaires injectées les rehaussements leptoméningés, probablement. Il y a des corrélations anapathes 7T et anapathes, mais vraisemblablement, ces rehaussements leptoméningés, ce sont les follicules méningés, ces follicules tertiaires que Hélène vous a montré dans sa présentation.
On est capable également de mettre en évidence la présence de macrophages. Alors, ce n'est pas de l'histologie, bien évidemment, mais les mêmes séquences de susceptibilité magnétique, SWI-API ou SWI plus classique, permettent de mettre en évidence un anneau paramagnétique autour des lésions. Donc, si on zoome, on voit ce genre de choses. On voit la veine centrale, mais on voit également tout autour de la lésion un anneau hyposignal traduisant la présence de fer, et on sait que les macrophages, la microglie, notamment quand elles sont activées, elles sont plus riches en fer. Donc il y a eu des corrélations, effectivement, cet anneau correspond à la présence de macrophages et de microglies. On est en train, la littérature s'enrichit petit à petit sur ces lésions avec anneaux macrophagiques, anneaux paramagnétiques. Vraisemblablement, ces anneaux sont plus fréquemment observés chez les hommes, un petit peu plus chez les hommes, plus nombreux en début de maladie. Et plus on avance vers les formes progressives, moins on les observe. Néanmoins, leur présence, la présence d'anneaux, est un facteur de risque indépendant de progression du handicap, pareil à 5 ans et vraisemblablement à 10 ans dans les futures études qui vont arriver. Si on est capable de mesurer l'inflammation, la démyélisation au sens large, on est également capable d'approcher le processus neurodégénératif en IRM. Donc là, c'est une séquence en T2 flair, où les lésions sont blanches. Ici, c'est une séquence en T1. Une lésion qui est blanche n'est pas forcément toujours aussi noire que ça en T1. Et quand on est face à des lésions très hyposignales, comme celle-ci en T1, on est face à une destruction du tissu, ce qu'on appelle des black holes, des trous noirs. Donc pareil, on peut mesurer de façon manuelle, mais maintenant on essaye de le faire de façon automatique, le volume de ces lésions hyposignales T1. Et on sait que c'est très corrélé au handicap des patients, à la perte neuroaxonale. On est capable également, par des outils informatiques et d'intelligence artificielle, de mesurer l'épaisseur du cortex, de mesurer le volume de substance grise pour le cortex, mais on est également capable de mesurer la substance grise profonde. On est capable d'approcher, de quantifier indirectement le volume neuronal de nos patients. Un marqueur qui devrait se développer fortement, c'est la volumétrie de la moelle épinière. On sait que le score EDSS, dont Hélène vous a parlé, c'est un score qui varie de 0 à 10 et qui est très lié au handicap locomoteur du patient. Donc les corrélations, quand on essaye de les établir entre le volume lésionnel, entre le volume de lésion T1, entre le volume de cortex, le volume de la moelle et le score EDSS, les liens les plus forts, les corrélations les plus fortes sont obtenues quand on mesure le volume de la moelle épinière. Quand le patient évolue, petit à petit, il perd en tissu, sa moelle épinière s'atrophie. Et donc, on est pareil, on a à disposition des outils qui nous permettent de le quantifier de façon automatique et probablement à l'avenir de différencier la teinte de la grise de la blanche de la moelle épinière. Et probablement que l'atrophie de la moelle épinière, elle est surtout liée à une perte de substance grise. Alors, ce qui va bien, c'est exactement ce qu'on a démontré, ce qui a été démontré pour le cerveau. On est en train de le redémontrer dans la littérature. Au niveau de la moelle épinière, c'est principalement une perte de substance grise. L'OCT, c'est ça, voilà, c'est ce genre d'appareil utilisé de longue date par les ophtalmologistes. L'OCT, c'est une technologie qui est aussi utilisée pour l'imagerie de parois des vaisseaux, par exemple, de façon par artériographie. Voilà, l'OCT, c'est pas forcément associé à la rétine. L'OCT, c'est aussi une technologie qui était utilisée je pense que c'est toujours utilisé en dermato pour mesurer la profondeur, l'extension d'une lésion, des mélanomes, par exemple. Donc, c'est une technique qui utilise des rayons infrarouges envoyés ici par la source lumineuse sur la rétine du patient. La rétine, c'est un tissu qui est très réflectif. Enfin, c'est ce qui explique les yeux rouges qu'on peut observer quand on prend des photos de famille. Et donc, les rayons lumineux qui vont arriver sur la rétine, à chaque fois qu'ils vont rencontrer une couche différente, une partie va être réfractée. Et donc, de façon analogue, finalement, à l'échographie qui utilise les ultrasons, l'OCT va utiliser les rayons d'infrarouge réfractés successifs pour mesurer des épaisseurs, mesurer des densités tissulaires. On a à nos dispositions un appareil de 4e génération. Ça fait quand même une dizaine d'années que ce genre de technologie existe. C'est fiable, c'est reproductif, c'est pas invasif, on touche pas l'œil, on n'a pas besoin de mettre des gouttes dans les yeux. C'est relativement peu coûteux si on le met en parallèle du coût d'une IRM. Un OCT, c'est 50 000 €. Une IRM, c'est plutôt 1,5 million d'euros. Et c'est un examen qui est rapide. 5 à 10 minutes pour les 2 yeux. On est capable d'avoir ce genre d'image, où effectivement, là, vous avez la coupe histologique qui vous est représentée de la rétine.
la lumière qui pénètre les différents tissus, transduction du signal, et petit à petit, le signal électrique remonte pour être conduit par les axones qui sont très superficiels, très internes au niveau de l'œil. Donc, l'OCT permet de mesurer les différentes épaisseurs. On voit bien effectivement la RNFL, on voit bien la couche nucléaire interne ici, on distingue bien également les noyaux des cellules à cône et des cellules à bâtonnets. Et la couche des cellules ganglionnaires, c'est peut-être celle qu'on différencie un petit peu le moins de la voisine. C'est ce qui fait que le plus souvent, on va mesurer le volume de la GCL plus l'IPL tous ensemble. La résolution de ce genre d'image, c'est 3-4 microns. Et les outils de 5e génération à venir, on sera plutôt de l'ordre du micron. Il existe différentes zones d'intérêt. Au niveau de l'OCT, on regarde bien évidemment le pôle postérieur. Si on veut faire de l'OCT sur la rétine périphérique, il faut toucher l'œil et avoir des objectifs particuliers. Là, on est à distance, donc on ne voit que la partie postérieure. Mais sur la partie postérieure, il y a 2 zones importantes. La papille. Toutes les fibres nerveuses ici convergent vers la papille, forment derrière le nerf optique. Ici, les fibres ne sont pas myélinisées et derrière la papille, elles deviennent myélinisées. L'autre zone d'intérêt, c'est la macula. Cette zone centrale, c'est ce qui donne la vision de précision, la vision des couleurs de tout à chacun. Donc, au niveau de la papille, on fait un scanner circulaire, on le répète une centaine de fois. Sur la macula, en général, on fait des scanners verticaux, on peut le faire horizontaux. Qu'est-ce qu'on voit? Vous avez qu'à imaginer qu'on découpe ici la rétine, on découpe un disque, vous le faites sortir, vous le faites pivoter devant vous de 90 degrés et vous déroulez le disque. Et donc cette partie-ci et cette partie-ci se recoupent. Et donc les algorithmes de segmentation très basiques, très simples, mesurent l'épaisseur de la couche la plus superficielle, celle qui contient tous les petits axones qui convergent vers la papille pour former un nerf optique. Et donc on mesure des épaisseurs en microns, donc de façon globale, ici c'est artificiellement mis au centre, mais c'est la moyenne de tous les cadrans. Donc, on a une moyenne pour les fibres temporales, supérieures, nasales, inférieures. On a aussi un code couleur, la machine nous livre à l'heure, a priori, c'est dans la norme. Les OCT maculaires, vous avez déjà vu des images à l'instant. On peut mettre en évidence des petits kystes, des petites poches liquidiennes ici dans certaines couches de la rétine, qui ne sont pas de l'œdème inflammatoire, mais plutôt de l'œdème dégénératif, pas spécifique de la sclérose en plaques ni des neuropathies optiques inflammatoires, mais spécifique, on va dire, de la perte neuroaxonale importante. Vous avez une grosse tumeur, vous avez une section du nerf optique chirurgicale pour des raisons X ou Y. Voilà, vous verrez apparaître une perte neuronale importante et vraisemblablement beaucoup de microkystes. Donc l'OCT, ça permet en fait de visualiser in vivo. C'est la seule région du système nerveux central où on peut visualiser in vivo des axones qui ne sont pas myélinisés et qui vont composer le nerf optique. Si on se concentre sur la papille, on va mesurer de la perte axonale, la PRNFL. Et si on regarde la macula, on peut regarder la RNFL, on peut regarder la GCL. Donc on peut quantifier de la perte neuronale, mais également axonale. Donc l'OCT, c'est un outil pertinent pour mesurer la perte neuroaxonale dans les pathologies inflammatoires du système nerveux central affectant ou non, mais c'est plus intéressant quand effectivement ça peut toucher le nerf optique. Dernière technique qui est relativement récente, l'angio-OCT. Donc l'angio-OCT, on en a acquis en début d'année dans la plateforme de recherche. Ça ne permet pas de mesurer des débits sanguins, il faudrait de l'OCT Doppler, mais ça permet de mesurer de façon extrêmement précise, vous voyez les jolies images que je vous mets là, de mesurer une densité vasculaire de façon globale, mais au sein des différentes couches. Et donc son utilisation en recherche est pertinente dans les pathologies inflammatoires, sans, mais je dirais surtout avec composante vasculaire, en imaginant effectivement la rétine comme une potentielle fenêtre sur le cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on analyse les voies visuelles dans la sclérose en plaques? Pourquoi c'est intéressant? Donc la CEP, c'est une maladie démisante et neurodégénérative. On a les outils, on dispose des outils d'imagerie, des outils structurels, des outils fonctionnels pour mesurer la charge gésonelle inflammatoire, les petites taches blanches que je vous ai montrées sur l'IRM, on peut le regarder au sein des voies visuelles, donc ce qu'on appelle les radiations optiques dans le cerveau. On peut mesurer, détecter ce genre de lésions sur les nerfs optiques proprement dit, ou les voies visuelles juste postérieures avant que ça arrive au niveau du cortex occipital. On est capable de mesurer le processus neurodégénératif, l'OCT. Je vous ai dit, on mesure in vivo de la densité axonale, ou densité neuroaxonale. On est capable de mesurer le cortex visuel, l'épaisseur du cortex visuel primaire. On est capable de mesurer son organisation microstructurelle avec une séquence qui permet de reconstruire les différentes fibres, de reconstruire les radiations optiques, par exemple.
Et donc, si on sait l'analyser de façon structurelle et microstructurelle fine, on dispose également d'outils permettant d'évaluer sa fonctionnalité, les potentiels évoqués visuels, l'acuité visuelle, la vision des contrastes, etc. Et donc, les voies visuelles sont un excellent modèle pour étudier les processus démyelisants et neurodégénératifs et mesurer leur interaction. Les voies visuelles, quand ça dégénère dans les deux sens. Les voies visuelles, c'est deux neurones qui succèdent. Un premier neurone qui part ici de la rétine, qui va dans le ganglion géniculaire latéral, controlatéral ou homolatéral selon son émission nasale, et qui fait relais ici, et vous avez les radiations optiques. Et donc, ça peut dégénérer dans les deux sens. Ça a été montré qu'en cas de lésion inflammatoire du nerf optique, et ben dans l'année qui suivait, on avait une altération de l'organisation microstructurelle du cortex visuel primaire. Donc, une lésion engendre une dégénérescence rétrograde et transsynaptique. Et à l'inverse, une lésion, pas forcément inflammatoire, mais une lésion vasculaire, un infarctus, voilà, va engendrer, dans l'année qui suit, il sera maximal à 2 ans à peu près, une dégénérescence transsynaptique antérograde depuis le cortex jusqu'à la rétine et la rétine des deux émichants concernés. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait l'OCT d'une rétine atteinte précédemment d'une névrite optique? Et ben on voit une atrophie. Vous voyez, tous les cadrans étaient verts tout à l'heure, et ben là il y a du jaune, il y a du rouge. Tous les cadrans ont diminué d'épaisseur, mais principalement ceux du cadran temporal dans la pathologie de type sclérose en plaques. Il a été montré qu'en dessous de certains seuils, en dessous de 70 microns, le patient avait de façon certaine un handicap séquelaire en termes d'analyse du champ visuel. Si on fait l'OCT d'un œil qui n'a jamais fait de névrite optique dans la sclérose en plaques, on verra souvent une petite atrophie temporale, alors que le patient n'a jamais fait de névrite optique clinique. Et donc, de cette idée, de cette constatation, est née l'idée que voilà, cette atteinte rétinienne serait secondaire aux lésions cérébrales et que l'OCT pourrait être une fenêtre sur le nerf optique. Alors, il y a eu beaucoup de publications, je ne vais pas vous lister, je vais aller relativement vite, mais sur une cohorte de 50 patients, et ben, les auteurs ont montré que plus la charge lésionnelle dans le cerveau augmentait, plus l'épaisseur rétinienne diminuait. La corrélation était faible à modérée, mais significative. De la même manière, l'épaisseur va diminuer si l'organisation microstructurelle en fraction d'anisotropie diminue également. On a montré, de façon multicentrique, dans le cadre de suivi longitudinal, que si on mesure le volume cérébral, le volume cortical en IRM et l'épaisseur de fibres nerveuses au niveau de la rétine, qu'au cours du temps, toutes ces valeurs vont aller à la baisse et que l'atrophie rétinienne est corrélée de façon significative à l'augmentation du nombre de lésions dans le cerveau. Alors, ces corrélations sont faibles à modérées, mais elles sont une nouvelle fois significatives, argumentant pour les auteurs d'une rétine fenêtre sur le cerveau dans la sclérose en plaques. Il y a même eu des papiers qui ont montré qu'une épaisseur de rétine en dessous de certains seuils, à un instant T, était prédictive d'un risque de progression du handicap à 5 ans et même à 10 ans. Donc plus on est atrophié sur la rétine, plus on est à risque de présenter un handicap significatif dans les 10 ans qui vont venir et donc potentiellement développer une forme progressive de sclérose en plaques. Alors le point commun de toutes ces études, si on est critique et si on essaye d'essayer d'expliquer le mieux possible la perte neuroaxonale de la rétine dans la sclérose en plaques, c'est que toutes ces études, elles ont fait de l'imagerie de la rétine, elles ont fait de l'imagerie du cerveau, mais elles n'ont pas fait d'imagerie du nerf optique. Je vous l'ai dit en introduction, l'imagerie du nerf optique, c'est un peu plus difficile. Il faut plutôt des IRM à 3T, il faut certaines séquences qui n'existaient pas auparavant lors de la réalisation de ces précédentes études. Et donc, il faut s'intéresser aux lésions symptomatiques, bien évidemment. L'IRM est là pour montrer la lésion qui est à l'origine de symptômes, et également à la fréquence des lésions silencieuses. Et donc, c'est les conséquences de plusieurs travaux qu'on a menés au cours des 7-8 dernières années au sein de notre plateau d'imagerie avec le centre référence CEP. Étude Synosis qui s'est intéressée à des patients qui étaient en tout début de maladie. Syndrome cliniquement isolé, c'est la première poussée de sclérose en plaques. Ils sont suivis de façon longitudinale. Ici, c'est des patients rémitants étudiés de façon transversale en imagerie neurooptique cérébrale et OCT. Et une étude qu'on appelle IRMANO où on a suivi des patients qui faisaient une névrite optique aiguë, là par contre. Donc,
qu'est-ce que l'on montre? Bon, on montre effectivement que en cas de lésion symptomatique, le patient fait une névrite, il a fait une névrite optique aiguë. On voit une lésion sur le nerf optique qui était suspect d'être atteint. On voit les lésions postérieures. Et en fait, quand on évalue le lien entre l'épaisseur, le volume de lésion et le cortex, on démontre que la rétine, c'est surtout une fenêtre sur le nerf optique. Et là, effectivement, on est conforme à ce que la littérature nous dit. En cas de lésion symptomatique, la rétine est surtout s'atrophie liée surtout à cette lésion étendue du nerf optique. Si par contre on n'a pas de lésion du nerf optique, un patient qui n'a voilà, 2/3 des patients qui ont une sclérose en plaques ne vont pas commencer par une névrite optique et certains n'en feront jamais au cours de leur vie. Pour autant, un patient qui n'a jamais fait de névrite optique peut avoir des lésions silencieuses. Et l'IRM, en tout cas c'est l'outil que nous on a utilisé pour dichotomiser, pour séparer les deux populations. On a des yeux avec lésions silencieuses, je vous ai mis plus petites ici, et on a des nerfs optiques sans lésions silencieuses. Et donc dans ce cas de figure, en cas de lésion silencieuse du nerf optique, on se rend compte que si on mesure l'épaisseur de cette rétine, ben cette épaisseur de rétine est surtout liée à la présence de lésions silencieuses et à sa longueur. Il n'y a pas de lien établi avec la charge lésionnelle T2, ou alors peut-être avec une sous-couche, et donc c'est critiquable du point de vue statistique en termes de correction notamment. Et si le patient n'a aucune lésion sur le nerf optique, visible en IRM sur cette séquence 3D DIR, et bien là, on ne met pas en évidence de corrélation significative entre l'épaisseur de rétine et le volume lésionnel ou le cortex cérébral. Et donc, notre message à nous, pour l'instant, c'est plutôt de dire que dans la sclérose en plaques, la rétine serait surtout une fenêtre sur le nerf optique, étant donné la fréquence importante des lésions silencieuses observées en IRM. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les critères diagnostiques, le nerf optique ne fait pas partie des critères diagnostiques, même si c'est très fréquemment observé, etc. C'est pour des difficultés techniques, pour des indisponibilités d'imagerie du nerf optique dans les premières études de cohorte. Et donc, si on n'a pas d'imagerie du nerf optique, comment est-ce qu'on pourrait mettre en évidence des lésions du nerf optique? Et donc, l'idée primaire, c'est pas la nôtre, mais on l'a reprise. Si on mesure l'épaisseur de la rétine des deux yeux, normalement, on est plutôt symétrique. Si on voit une asymétrie supérieure à certains seuils, on peut être amené à suspecter une lésion du nerf optique. Okay. Et donc, on a démontré dans le cadre de cette étude que certains seuils permettaient, voilà, de façon pas certaine, mais de façon satisfaisante, avec une R sur la courbe à 0,8, de mettre en évidence une lésion silencieuse du nerf optique rien que par une asymétrie d'épaisseur mesurée en OCT. Avant-dernière diapositive, on s'est intéressé donc à la valeur prédictive de la longueur de la lésion. Donc là, les patients font une névrite optique aiguë, ils ont une plainte visuelle aiguë quand on les a inclus dans l'étude, baisse visuelle, douloureuse. On confirme en IRM la lésion, on mesure sa longueur. Donc c'est majoritairement des patients qui avaient une sclérose en plaques ou qui ont développé une sclérose en plaques. Il y avait aussi quelques rares NMO. Et ben, ce qu'on a montré, c'est que finalement, plus cette longueur est étendue, plus le processus neurodégénératif, donc cet amincissement d'épaisseur que l'on va observer à 1 an, sera important, et plus le handicap visuel, principalement vision de contraste, sera important. Et donc la longueur de la lésion est un biomarqueur prédictif de handicap visuel à 1 an. On s'est beaucoup intéressé pour l'instant à des paramètres surtout structurels, IRM, OCT. On a une étude qui va démarrer au courant du dernier trimestre au sein du CRC-CEP, où on va mesurer de façon beaucoup plus exhaustive l'atteinte structurelle et fonctionnelle des patients qui présentent une névrite optique. On va mesurer également le handicap cognitif de façon plus globale, ce qu'on n'avait jamais fait pour l'instant. On va utiliser l'OCTA pour mesurer l'atteinte vasculaire potentielle. Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est primitif dans les névrites optiques? Et on va élargir l'étude fonctionnelle qui, pour l'instant, se cantonnait à une acuité visuelle de contraste. On va mettre en relation tous ces paramètres avec un champ visuel, avec des potentiels évoqués visuels, avec une pupillométrie. Donc, il y a des voies visuelles accessoires dont je ne vous ai pas parlé, mais qui régulent des phénomènes automatiques de constriction et dilatation pupillaire qu'on peut étudier de façon fonctionnelle aux EFV, et on fera également une évaluation de la cognition visuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu que le modèle des voies visuelles était pertinent dans l'étude de ces pathologies neuro-inflammatoires.